Et c'est parti, bienvenue à tous dans ce 4e épisode de Café Photo, l'émission photographique de Hans Lucas. Une émission spéciale aujourd'hui parce qu'on va parler de transmission, donc transmission qui est la structure de formation professionnalisante en photojournalisme créée par Hans Lucas et plusieurs de ses membres, dont la plupart sont ici. On va passer 45 minutes, 1 heure en compagnie de ce plateau que je vais présenter rapidement et après je vais donner la parole à Wilfried, Sandra ou Lorenzo au choix. Donc nous avons Kathleen Rognet, nous avons JC Millet, nous avons Lorenzo Virgili, nous avons Sandra Fastré et nous avons Wilfried Estève parmi nous et votre cher serviteur Laurent Le Crabe. Donc je ne sais pas, Wilfried, peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la genèse de transmission, d'où est venue cette idée de créer une structure pour former des photojournalistes en fait? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, au sein de Transmission, les membres formateurs qui sont dans Tsukas ont une pratique de l'apprentissage, de la formation, de la pédagogie au sens large du thème depuis une vingtaine d'années pour certains. Et c'est vrai que moi, j'ai eu beaucoup d'envie rapidement, fin 90, de développer une formation en interne pour 2 raisons. J'étais dans des écoles de journalisme, enfin, ça allait de l'EMI à Sciences Po, l'école de journalisme, et c'est vrai que le coût des formations était assez cher et il y a peu de spécialisation sur du photojournalisme. Quand on est en école de journalisme, on effleure un petit peu ce qu'est le photojournalisme, c'est un atelier parfois. Dans les autres écoles de photographie, on en parle peu ou pas avec la notion de photographe pigiste, d'approche par rapport au marché. Derrière, en ayant Hans Lucas qui se développait, on était au cœur d'un marché de la photographie et du photojournalisme. Et il est clair que ça nourrit des envies. On a créé une association qui s'appelait Territoire Numérique en 2012, si je ne dis pas de bêtises, qui a vu la naissance du diplôme universitaire en photographie documentaire et écriture numérique. On a poussé la logique jusqu'à créer une coopérative en fait avec les membres d'Antsuka. C'était un désir qui était assez cher. Et cette coopérative aujourd'hui en fait vit grâce aux membres d'Antsuka en très grande partie. Et tout est fait ensemble, donc c'est vraiment un fonctionnement à l'horizontale et tout est tiré des différentes richesses des parties, de chacun, de chaque pratique en fait. On a des pratiques complètement complémentaires, mais on se rejoint avec un bon socle sur les fondamentaux. Et en fait, cette formation qui était au début voulue longue, a rencontré d'emblée certains succès. On a rempli les premières promos facilement, on est à la 3e. Cette année, on a proposé, mais ça je vais laisser la parole, de développer une formation courte, toujours spécialisée en photojournalisme. Et voilà, peut-être qu'on peut passer la parole aux autres. Ouais, bien sûr. Alors, petite parenthèse, là je suis en train de vous montrer le site transmission.photo pour tous ceux qui nous regarderont, toutes les informations sur les différentes formations qui sont à l'heure actuelle au nombre de 2. Une formation plutôt axée initiation et une formation vraiment axée professionnalisation sont disponibles sur le site transmission.photo. Pour donner le relais, je ne sais pas, Lorenzo, peut-être, est-ce que tu veux rebondir sur ce qu'a dit Wilfried, peut-être par rapport à la pédagogie mise en place ou comment évoluer un petit peu transmission entre la première fois. Enfin, je dis ça parce que je sais, étant dans l'équipe, qu'il y avait beaucoup d'échanges. En fait, c'est quelque chose qui est assez. Il n'y a rien de figé dans cette structure. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Alors, il y a rien qui se présente ici chacun. Ouais, la présentation, ça va venir juste après. Là, on parle de transmission. Juste après, on va vous présenter un petit peu les parcours des différents intervenants qui sont là, parce que c'est toujours intéressant de savoir qui sont les gens qui donnent des cours. On en vient toujours à l'histoire de la crédibilité et de la légitimité. Lorenzo, tu sais de quoi je veux parler. Donc déjà, parle-nous de ça et après, on va se présenter tous nos parcours. Alors, comme le rappelait Wilfried, et comme tu le disais à l'instant, c'est une formation qui évolue, mais ce qu'il a initié au début, quand Wilfried nous a réunis autour de la table pour relancer une formation dont on rêvait, c'est qu'on a essayé de trouver le point d'équilibre dans toutes les expériences qu'on avait eues et dans tout ce que l'on constatait qui n'était pas présent sur l'offre actuelle des autres formations. On a d'abord voulu que ce soit une formation qui soit accessible au plus grand nombre, quelle que soit sa localisation. C'est pour ça qu'on a fait des cours en visio. Et en fonction des contraintes des uns et des autres, ils ont la possibilité, évidemment, soit de les suivre en direct, soit de les voir en replay. Donc ça crée une énorme souplesse déjà. L'autre chose, c'est que
nos stagiaires, dès le premier jour où ils sont intégrés, ont accès à une page sur Anslukas. C'est-à-dire qu'en termes de légitimité, le problème que tu évoquais à l'instant, qui est un gros problème récurrent chez beaucoup de photographes, d'emblée, ils sont positionnés dans une infrastructure de diffusion professionnelle qui les booste incroyablement et qui leur permet, dès leur première production, de commencer à vendre leurs images, ce qui est évidemment un gage de prise de confiance, de rentrer sur le marché. Donc l'existence de cette page Anslukas Pro est effectivement aussi très, très atypique et très importante. On fait tout en visio, mais on a aussi voulu, parce qu'on sait que c'est important, créer du lien physique, du lien humain. Donc, on a créé 2 rendez-vous essentiels durant la formation. Il y en a un, c'est un séminaire, ça se déroule pendant 4 jours à côté de Carcassonne, dans un endroit magnifique. Allez voir le petit film qui a été fait, ça ne donne qu'une envie, c'est d'y aller et d'y être. Et puis un deuxième rendez-vous aussi qui est très important, qui a lieu à Visa pour l'image, qui, comme vous le savez, est le plus grand festival de photojournalisme au monde. Et c'est un lieu très important pour développer son réseau, s'installer dans la profession, dans sa légitimité. Et comme c'est un moment qui est parfois difficile pour les photographes en progression, on a décidé d'accompagner nos stagiaires à ce rendez-vous du photojournalisme. Donc, on a ces rendez-vous en présentiel, les cours en visio qui peuvent être vus en replay. On a aussi des intervenants extérieurs qui viennent compléter nos interventions et nos modules. Et on a un accompagnement personnalisé pour chacun parce qu'on sait aussi que c'est un métier très engageant. On peut dire que ce n'est pas qu'un métier, c'est aussi un mode de vie, le photojournalisme. Et dans cet accompagnement personnalisé, on arrive justement à être plus précis dans la manière de conseiller, d'accompagner nos stagiaires. Donc, dans cette infrastructure globale et très complète en termes des différents modules que l'on traite, on a toujours cette réflexion de se dire comment est-ce qu'on l'a fait évoluer en fonction des retours, en fonction de notre retour et de notre expertise. Donc effectivement, depuis Wilfried le rappelait, c'est la 3e édition. On va commencer la 4e en février prochain. C'est toujours des modules qu'on réadapte et qu'on fait évoluer au fur et à mesure des formations. Je crois qu'on va fêter dans pas très très longtemps la centaine de personnes formées, parce que je crois que c'était 14 en 2021, 45 en 2022, et on doit être pas loin de 25-30 cette année. Donc bon, les calculs mentaux là m'ont passé à la banque et plus loin. Mais voilà, tous les ans, c'est quand même des chiffres. Hein, transmission, c'est pas rien de dire ça. Peut-être dire un mot, Sandra, sur l'évolution de la structure, parce que comme l'a évoqué Wilfried, il y a eu territoire numérique, mais aujourd'hui ça évolue dans une certaine structure. C'est pas rien non plus d'avoir fait ce choix d'un point de vue de par Wilfried et ceux qui étaient déjà en place, où Kathleen et moi sommes tout récents dans la structure. Donc voilà, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à ce choix et pourquoi en fait? Alors, déjà au niveau du choix, je pense que l'équipe qui s'est constituée, il y a un point très important, c'est qu'on est tous complémentaires. On a tous nos spécificités et ça, c'est un atout, je dirais, pour la promotion, puisqu'on a chacun des rôles et des thématiques sur lesquelles on est totalement à l'aise, puisqu'on le pratique au quotidien, sachant qu'il y a quelque chose à retenir, c'est qu'on n'est pas des intervenants au titre intervenant de l'enseignement théorique. On est aussi dans la pratique, on est aussi dans le milieu, et ça, c'est un avantage et c'est un atout parce qu'on en connaît les points positifs et les points un petit peu plus négatifs, et donc les écueils éventuellement à prendre en compte dès lors qu'on souhaite se professionnaliser en photojournalisme. Donc, il y a eu au départ, comme le disait justement Wilfried et Lorenzo, le souhait de proposer une formation qui soit la plus complète possible, qui traite tous les aspects du métier, parce qu'il n'y a pas que la question de la production de l'image, il y a aussi tous les à côté, et il est très important d'en avoir les codes si tu veux pouvoir évoluer professionnellement parlant dans ce secteur-là. Donc, il y a eu une évolution au niveau du fil des années où on a étoffé en fait la formation. Ce que je peux en dire, c'est que cette année, nous étions à 123 heures. L'année prochaine, nous passons à 186 heures, ce qui n'est pas rien, et qui comprend en fait à la fois du distanciel et du présentiel, une certaine souplesse avec l'accès au replay, mais qui aussi alterne à la fois de l'enseignement théorique pour avoir au moins le minimum des bases à connaître, mais de la mise en situation, de l'atelier, de l'exercice pratique, des intervenants extérieurs qui sont experts dans leur domaine respectif, plus l'accompagnement personnalisé, individualisé, qui est réalisé au fil de la formation.
on lâche pas nos stagiaires au fil de la formation. Il y a des temps très précis au début, mi-parcours et fin de parcours, mais il y a aussi, par exemple, des permanences hebdomadaires qui sont proposées suivant les besoins, qui permettent aussi de continuer à ne pas perdre le fil avec nos stagiaires, parce qu'il y a quand même une bonne partie en distanciel. Et puis, il y a les rencontres physiques dans le séminaire Atroce qui est primordial. Fais attention à ta prononciation, parce que là, on a eu l'impression que tu as dit le séminaire Atroce, et c'est le séminaire A, accent grave, plus loin, Tros. Tros, qui est une ville. Voilà, le séminaire n'a absolument rien d'atroce. Hein. Je préfère le signifier à ceux qui tomberont sur la vidéo. Voilà, on torture personne parce que c'est dans un château. Des fois, ils vont s'imaginer qu'on les fout dans des douves ou je sais pas où. Voilà, il y a zéro stagiaire torturé pendant le séminaire. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup. Je t'en prie. Et donc, c'est vrai que c'est un moment clé, phare, qui permet de créer du lien et du ciment au niveau de la dynamique de groupe au sein de notre promotion, mais aussi le relationnel avec nous, où on nous voit en vrai, dans la vraie vie. Et donc, il y a du travail, mais il y a aussi une approche relationnelle avec chacun qui est quand même aussi importante. C'est primordial, je rebondis là-dessus, après je vais donner la parole à Wilfried et Lorenzo. C'est qu'il y a vraiment une approche de communauté, en fait. Nous, on essaye de les mettre dans le bain, de se faire du réseau, je suis bien placé pour le savoir. Ils communiquent beaucoup entre eux, il y a tout un tas d'outils, des groupes WhatsApp ou autres qui sont mis en place pour favoriser justement la naissance d'un groupe. Et moi, ça me fait plaisir quand je entends, pas plus tard que tout à l'heure dans les interviews, que c'est ce qui se passe en fait dans le vrai, parce que c'est toujours bien beau de nous mettre en place des choses, mais quand on voit que ce qu'on a pensé marche, ça fait toujours plaisir. Wilfried, tu voulais rajouter quelque chose et Lorenzo juste après. Je voudrais réagir à deux choses. On parle de la pertinence de cette formation. À l'époque de Territoire numérique, en fait, quand on l'a cofondé avec Hans Lucas, j'étais dans l'observatoire du photojournalisme du ministère de la Culture. On a rendu un grand rapport qui s'appuyait. Enfin, moi j'ai développé toute une partie autour de la création d'un diplôme universitaire à l'époque sur le photojournalisme. Et Fleur Pellerin, à l'époque, en fait, avait appuyé fortement cette initiative. Ouais, cette initiative, parce que évidemment ça manquait. Donc ça a été la première raison de créer l'association qui est devenue aujourd'hui Transmission. C'était ce fort message en fait qu'il y avait eu au niveau de l'Observatoire du photojournalisme. Donc ça, c'est vraiment, pour revenir au fait qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de réelle formation qui soit spécialisée sur du photojournalisme, surtout pilotée, adobée par une agence de presse derrière. Le deuxième chose, j'entendais Sandra qui actualisait le nombre d'heures qu'il y a dans la formation, la prochaine formation. Moi, je mets un gros bémol parce que ils sont tous les stagiaires, enfin les étudiants sont dans l'agence. Moi, je passe un temps pas possible avec eux sur les métadonnées, sur des problématiques, quelles qu'elles soient. On n'est pas à 127 heures dans l'année, ou 127 ou 123. 126. On est à beaucoup plus parce que, moi, dans la semaine ou quotidiennement, je les ai par mail, je les ai parfois au téléphone, on se bipe énormément. En fait, il y a un écosystème qui est créé autour de la formation qui fait qu'il y a un socle de 126 heures de formation. Mais derrière, quand on commence à rentrer dans l'écosystème aussi dans Tsoukas, il y a énormément d'accompagnement, d'heures qui ne sont pas de la formation, mais qui sont pris en relais derrière par Tsoukas. Et je pense qu'on est à presque plus du double, mais facilement. Non, mais ça c'est sûr qu'il y a le programme. C'est bien de le préciser parce que il y a les heures administratives et puis à côté, il y a tout le reste, x2, x3 sur l'année. Moi, le temps que l'on passe tous avec les stagiaires, il est énorme. Et ça, en fait, ça n'a pas de prix parce que quand je reviens sur mes… désolé, j'ai un petit chien qui voit le tour. Quand je revenais à mes périodes de cours bêtes et méchantes, entre guillemets, le cours, il sonnait, et le cours, la fin ressonnait à nouveau, point barre. On ne voyait plus les élèves. Dans Transmission, c'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on est sur un accompagnement qui est très numérique. Alors, il y a du présentiel, il y a à distance, mais on est sur une nouvelle pédagogie, en fait, qui marche bien et qui conforte énormément
la confiance des stagiaires, la relation qu'ils ont avec le marché du travail. Il y a un vrai accompagnement qui n'est pas comptabilisé dans ces 126 heures. Je pense qu'on est sur 2 fois 3 sur une année. Les stagiaires, ce qu'ils partagent avec nous, ils ne passent pas 123 heures avec nous. Ça, c'est complètement c'est irréel. Cet écosystème… Ah, mais ça, c'est le programme officiel du papier. Après, il y a le programme officieux aussi. C'est sûr que, comment dire, on en fait beaucoup plus les discussions qu'il y a inter-promo, parce qu'on met en chose, des choses aussi en place pour que les promos de 2020 puissent échanger avec ceux de 2023, qu'il y ait des retours d'expérience, etc. Donc voilà, il y a tout un système de croisement, de maillage inter-promo qui est hyper intéressant. On va avancer un petit peu parce que sinon, je sens qu'on va dépasser au niveau du timing allègrement, et je voudrais qu'on fasse parler aussi Kathleen à un moment donné parce qu'on ne l'a pas entendu ni JC depuis le début. Lorenzo, tu voulais dire un mot, et Sandra, tu diras un mot. Alors, je vous demande très très rapidement, et après on va passer aux présentations de chacun, parce que ça aussi c'est intéressant, ça détermine beaucoup de l'identité de transmission. C'est pour reprendre juste ce que disait Wilfried sur les heures en plus, c'est ça l'esprit de notre enseignement, et c'est pour ça que c'est pas un enseignement, c'est une transmission, et cette transmission c'est aussi un accompagnement, et qui va même au-delà de tout ce qui est prévu sur le site. Et c'est important de le rappeler. Je voulais juste revenir factuellement sur le distinguo entre la formation longue et la formation courte. La formation longue est une formation de professionnalisation, c'est-à-dire que ça s'adresse vraiment à des photographes qui ont la certitude et la volonté de s'engager pleinement dans ce métier et d'acquérir le plus d'outils en profondeur possible au regard de l'expérience sur leur production, pour vraiment être le mieux armé pour franchir cette nouvelle étape dans leur parcours. À côté, et face à la demande, on a créé une formation qui est plus courte, qui est donc moins dense, qui est une formation d'initiation. Et elle a pour objectif de garantir, si vous voulez, les bases, les fondamentaux, de délivrer ces fondamentaux avec de la pratique et du suivi, mais dans une moindre mesure et pour cause. Et ça s'adresse plutôt à des photographes qui sont dans l'envie de démarrer, peut-être pas avec la certitude absolue de le faire, mais en tout cas de vouloir se donner les moyens d'expérimenter quelque chose. Voilà pourquoi on a aujourd'hui ces 2 formations qui sont proposées avant de futures formations qui viendront enrichir encore transmission dans l'année qui vient. Exactement. Sandra, ça sera le mot de la fin, juste avant les présentations de chacun. C'est ce que j'allais dire. Pour conclure, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Lorenzo pour les 2 formations, les déclinaisons. Il a tout dit, si ce n'est que si vous êtes intéressé, vous avez le programme qui est détaillé sur notre site transmissionphoto.com qui vous permet… Transmission.photo. Alors là, je suis intransigeant là-dessus. Transmission.photo. Voilà. Qui vous permet de voir plus en détail ce que nous proposons, et pour l'un et pour l'autre en fonction de vos besoins. Et on en viendra peut-être en fin d'enregistrement pour les modalités d'inscription où je détaillerai un petit peu plus les choses. On va parler de tout ça juste à la fin. Ne nous quittez pas pour ceux qui sont intéressés. On va revenir sur toutes les modalités, comme vient de le dire Sandra, à la fin. Alors, comme vous l'avez compris, Transmission, c'est aussi plusieurs personnalités fondatrices et qui ont rejoint en cours de route et qui donnent aussi l'identité à cette formation. Hein. C'est ce qui fait qu'on est aussi un peu différent des autres. Et pour que vous sachiez un petit peu plus qui intervient là-dessus, moi, je voudrais qu'on se présente un petit peu nos parcours, et que ce soit Kathleen qui ouvre le bal, parce qu'on ne t'a pas entendu depuis le début. Et Kathleen, qui t'occupe, toi, plutôt de tout ce qui est relation avec les rédactions, hein, si je dois résumer en une phrase ton périmètre d'intervention. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas? Mais bien sûr, merci Laurent. Donc, moi, je suis journaliste depuis une dizaine d'années maintenant. Auparavant, je travaillais dans la communication. J'ai commencé ma carrière de journaliste en tant que journaliste presse écrite, rédactrice et également secrétaire de rédaction en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie. Puis, j'ai voulu me diversifier. Je faisais de la photo en amateur à côté. J'ai voulu me faire diversifier et j'ai suivi l'enseignement il y a maintenant près de 8 ans, qui était le DU en photographie documentaire et écriture transmédia, propulsé par Hans Lucas, également, dont Wilfried parlait tout à l'heure. Et à partir de ce moment-là, j'ai vraiment exercé en tant que photojournaliste et également iconographe, donc la personne qui choisit les photos à mettre dans le journal. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu les 3 casquettes de journaliste, donc aussi bien en écrit qu'en tant que photographe et qu'en tant qu'iconographe, donc un petit peu les 2 côtés au niveau de la presse. Et l'enseignement, les cours que je donne pour Transmission et l'accompagnement que j'ai
pour les étudiants de transmission. C'est vraiment développer ces relations avec la presse, comment les développer, comment proposer des sujets, quelles sont les bonnes pratiques à adopter lors de son travail avec la presse, et également montrer comment travaillent les rédacteurs de l'autre côté, comment fonctionne un journal, qu'est-ce qu'un circuit de la copie, qu'est-ce qu'une rédaction dans la vie de tous les jours, pourquoi on doit envoyer certains types d'images largement avant l'heure de bouclage, qu'est-ce qui se passe après, voilà, pour que les stagiaires aient vraiment une vision globale de la presse et qui sachent comment s'adresser à leurs interlocuteurs. Et c'est primordial parce que autant, tous les modules sont primordiaux, hein, il n'y en a pas un qui est plus important que les autres, j'ai envie de dire, mais autant avec Lorenzo, ils vont voir tout ce qui est editing et narration, mais c'est vrai que le côté relation avec les rédactions, c'est toujours quelque chose d'assez obscur, surtout pour les stagiaires. On ne sait pas comment ça marche forcément, tant qu'on n'y a pas mis les pieds, on ne sait pas qui contacter, on ne sait pas quand, on ne sait pas quoi envoyer, etc. etc. Donc voilà, c'est vraiment un module qui est primordial. On a des très très bons retours par rapport à ça. Hein. Moi, c'est quelque chose que je demande souvent. Et puis, par rapport aux réseaux sociaux, je leur demande souvent de faire des retours sur leur formation, etc. C'est un module qui est très apprécié parce que ça désacralise plein de choses et ça leur donne des vrais tuyaux concrets, quoi. Comment je fais parce que bon, c'est bien beau, une fois qu'on a fait son editing, qu'on a fait ses photos, qu'on a fait sa production, comment je fais pour les proposer? C'est un peu ça le truc. C'est ça. Et on le voit avec bon nombre de stagiaires qui ont des publications durant la formation et qui, avant ou après le module que je donne, posent des questions parce que, comme le soulignait tout à l'heure Lorenzo, c'est qu'on est aussi constamment en relation avec les stagiaires. Donc, ça peut arriver qu'avant le module sur les relations avec la presse, certaines personnes aient déjà des relations avec la presse et déjà des publications et demandent des conseils de comment je dois faire à ce moment-là, qu'est-ce que je dois proposer comme type de photo, comment je dois aborder cette commande, comment je dois ensuite voir pour le paiement de mes photos, quel statut je dois avoir, voilà, et on essaie d'y répondre au mieux pour qu'ils partent avec des bonnes bases dans ce monde, comme tu dis, obscur. Puis là, tu mets le doigt sur un truc qui est hyper important et que moi, je rappelle souvent, c'est que c'est la seule formation à ma connaissance où tu commences à gagner de l'argent avant même d'avoir fini ton cursus, quoi. C'est-à-dire qu'on le voit tous les ans, hein, des photographes de chez nous, comme tu dis, qui ont des publications et qui ont des belles publications. C'est-à-dire que c'est pas des petites vignettes dans un coin. On a eu des unes, on a eu des portfolios dans l'équipe magazine, on a eu des commandes pour des titres, que ce soit le Pèlerin, pour l'équipe mag ou autre. Voilà, et avant même qu'ils aient fini leur cursus. Donc, pour moi, c'est ça le meilleur exemple de la professionnalisation, c'est qu'avant même que tu aies fini, on te considère déjà comme un pro. Donc ça leur fait tellement de bien, on le sait, au moral et à la confiance, etc. Enfin voilà, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter avant que je donne la parole. Juste dire que justement, ce côté-là de pendant la formation perdure après aussi, parce que ces personnes ont des bonnes bases et c'est des personnes qui sont rappelées par les rédactions pour être mis en commande ou qui retravaillent qui ont d'autres publications liées à des téléchargements ou autres. Donc, on voit vraiment que c'est des personnes qui ont des bonnes bases et qui sont appréciées, en tout cas, dont le travail est apprécié, dont la relation est appréciée par les rédactions après. Voilà, ça c'est le meilleur des récompenses, hein, quand on t'appelle et qu'on te rappelle pour du boulot, ça veut dire qu'a priori tu as été plutôt bien formé. Honneur aux dames, je propose qu'on continue encore avec les présentations avec Sandra. C'est Sandra qui intervient plutôt sur si je veux dire pareil en une phrase, sur tout ce qui est écriture un peu plus créative, parce qu'on parle de photojournalisme, mais pas que dans transmission. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, pareil, et nous dire comment tu en es venu à intervenir sur ces modules d'écriture créative? Alors moi, j'ai un parcours un petit peu hybride puisque j'ai commencé la photographie en 2008, donc autodidacte, où rapidement j'ai décidé de m'inscrire de manière à pouvoir me structurer et comprendre les codes en photographie à l'atelier de photographie de l'Espace Saint-Cyprien à Toulouse, qui dispense des accompagnements annuels, stages et autres,
qui ont permis de me construire et de commencer à me professionnaliser. En 2015, j'ai intégré Ansluka, où là, j'ai ouvert un petit peu plus mon champ d'activité, où je n'étais pas forcément orientée sur une signature d'auteur, mais je me suis ouverte aussi à la presse, au monde de la presse. Il faut savoir qu'entre 2010 et 2019, j'ai été aussi secrétaire générale de l'association Freelance pour une photographie d'utilité publique. Donc au contact régulier de personnalités du milieu, que ce soit côté photographie plus créative, auteur et presse, puisque nous étions dans l'équipe, notamment au niveau de la création du prix Mentor, qui a toujours lieu encore aujourd'hui. Donc ça a forgé en fait ma compétence, et notamment sur plusieurs domaines où j'interviens sur une sensibilisation, notamment au comportement en manifestation. Puis aussi tout ce qui est lecture portfolio, puisque dans le cadre de mes fonctions au sein de Freelance, j'étais appelée comme expert pour recevoir les photographes sur les lectures portfolio au voix off d'Arles. Et j'en fais moi-même aussi en tant que photographe, donc j'ai cette double casquette, et c'est très très important parce que c'est un rendez-vous majeur, puisque c'est là en fait où tu peux créer du réseau, où tu crées un lien, un contact avec quelqu'un qui va suivre ton parcours et qui potentiellement peut être un client à terme. Et puis enfin, sur l'aspect plus auteur, plus créatif, qui permet aussi de montrer que au-delà d'une narration, je dirais, reportage pur, on peut aussi s'octroyer la possibilité d'avoir une écriture un petit peu plus libre, avec ses codes aussi, puisqu'on le voit de plus en plus quand même dans la presse, on ne fait pas non plus appel qu'à du reportage pur. On peut faire appel aussi à des écritures et des signatures bien trempées, que ce soit en une ou que ce soit sur une thématique donnée avec un beau 3/4 page. Donc, j'interviens sur ces 3 domaines, voilà, et je suis ravie de pouvoir y participer, et je pense que ça participe aussi à cet écosystème, à avoir un petit peu tous les aspects, pas uniquement presse, contact, rédaction, mais aussi d'autres choses sur le terrain, et pour créer du lien et du rendez-vous. Merci Sandra. Bon, moi, je rajouterais qu'on est tous ravis d'ailleurs d'intervenir et de bosser ensemble. C'est avec un grand plaisir qu'on bosse ensemble, ça se passe très bien. Et voilà, on est au-delà de créer un groupe au niveau de nos stagiaires, on s'est aussi créé un groupe entre nous. Et voilà, et c'est ça, moi, c'est important pour moi de le dire. Donc voilà. Je vais donner la parole peut-être à Lorenzo qui intervient sur tout ce qui est editing et narration, et juste après à JC, parce que toi, du coup, c'est plutôt après. Une fois que les modules avec Lorenzo est fait, il passe entre tes mains et tu les moulines. Donc Lorenzo, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton parcours et nous raconter un petit peu les modules sur lesquels tu interviens, et derrière on donnera la parole à JC. Alors, le parcours, je suis un autodidacte. J'ai eu pour objectif d'être photoreporter, ce que j'ai été laborieusement, mais sûrement, en bossant essentiellement avec 2 titres qui étaient Marie-Claire et Géo. Je dis laborieusement parce que ça a développé chez moi toute une approche très pratique que j'appelle les roues de secours pour tenir dans ce milieu et dans ces chemins de vie parfois laborieux. Et quand j'ai commencé à faire enfin mon objectif, c'est-à-dire être photoreporter pour faire du grand reportage, comme on l'a dit, j'ai des éditeurs qui m'ont soumis des contrats qui ne respectaient pas la loi, et ça m'a agacé. Ça a occasionné la création d'une association militante, parce qu'à l'époque, c'était une association non pas d'utilité publique, mais une association militante, que j'ai créée, qui s'appelait Freelance, que j'ai présidé au début, et qui m'a surtout amené à côtoyer des problématiques sur les statuts, sur le droit à l'image, sur la sécurité des journalistes, sur la déontologie. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup appris de mon métier et de ma communauté de photographes. Et c'est ce qui m'a amené à l'enseignement. Et en parallèle, Wilfried m'avait proposé à l'époque de rejoindre Hans Lucas à sa création. Donc, je suis aussi associé d'Hans Lucas. Aujourd'hui, j'ai un énorme plaisir à enseigner. J'ai eu mes dernières petites actualités, c'est que si je fais partie d'un jury depuis plus de 10 ans sur le prix Camille Lepage, qui est un jury qui est remis à Visa, parce que j'ai participé à la création de ce prix. Mais cette année, j'ai aussi le plaisir d'avoir lancé un nouveau prix qui s'appelle le prix pour l'édition Bourse Benoît Schaeffer avec la SAIF. Et c'est pareil, je fais partie de ce jury, et ces expériences-là sont très enrichissantes parce qu'elles permettent d'avoir encore une fois un autre point de vue sur tout ce qui fait partie du chemin des photojournalistes aujourd'hui, de postuler, de proposer des dossiers. Et c'est extrêmement intéressant. Sur les modules que je délivre,
Il y en a sur la production, vraiment essayer de comprendre les problématiques de production, sur la problématique de l'identité, qu'est-ce que c'est son identité de photojournaliste. J'interviens avec Kathleen sur les problèmes de synopsis, avec Sandra sur les lectures de portfolio, sur le droit à l'image, sur le modèle économique et sur cet accompagnement permanent et récurrent tout au long de la formation. Je laisse la parole parce que je sais que l'heure tourne et que tu es pointu sur l'heure, donc je laisse la parole à JC. Merci beaucoup. On essaye d'être précis. Donc, petite passe décisive à JC. Nous t'écoutons, JC, toi qui interviens sur tout ce qui est plutôt workflow et IPTC, donc qui est aussi le nerf de la guerre et qui est souvent, entre guillemets, la partie immergée de l'iceberg qu'on ne se rend pas compte, en fait, quand on a pris des photos avant qu'elles arrivent dans les magazines. Il y a quand même du petit boulot à faire dessus. Est-ce que tu peux un tout petit peu. Et présente-toi évidemment pour ceux qui te connaissent. Alors on va commencer par là. JC Millet, je suis photojournaliste à Perpignan spécifiquement, mais pas que. Je travaille pour différents types de presse, du magazine, du quotidien, de la news, du reportage, de l'environnemental, de la nature, du paysage. Voilà, je fais tout ce qu'on me demande. J'enseigne aussi à l'université de Perpignan. Tout à l'heure, Kathleen parlait du DU, qui est devenu depuis une licence pro. Entre autres cursus. Et puis, je fais partie donc du coup de transmission avec vous. Et c'est un plaisir pour tout ce qui a été dit précédemment, parce que plus que les personnes, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on y fait et l'équipe qu'on a créée avec chacun des forces, des faiblesses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ait des faiblesses et qu'elles soient palliées par les forces des autres. C'est ça qui fait la richesse de nous 6 finalement, et d'autres qui interviennent par-ci par-là de façon sporadique. Moi, mon taf là-dedans, ça va être, comme tu l'as dit, de valoriser le côté numérique, donc ce qui fait qu'une image existe aujourd'hui, parce qu'on sait tous faire des photos, alors on ne sait pas forcément les éditer, on ne sait pas forcément quoi en faire, mais une chose est sûre, c'est que sans métadonnées, sans gestion correcte de son workflow, enfin, de son flux de travail, on va dire en français, mais en tout cas de sa gestion numérique, c'est-à-dire une fois qu'on arrive à la maison avec sa carte mémoire pleine de données, qu'est-ce qu'on en fait de ces données ? Et c'est ça l'accompagnement qu'on va faire tout au long de l'année. Alors avec Wilfried, pas tout seul, puisque on a quand même, comme tu le rappelais tout à l'heure, beaucoup de stagiaires qui produisent beaucoup d'images qu'il faut vérifier au début, en espérant que très rapidement ils obtiennent une autonomie. Et ça va être ça notre rôle à tous. Alors une autonomie quant au contact à la presse, quant à la réalisation de leurs photos, quant à la recherche de créativité, quant à l'editing, quant à la narration, quant à tout ce que vous avez dit jusque-là. Mais voilà, et moi spécifiquement sur le côté vraiment purement numérique. Voilà, je suis un peu le pénible qui s'enferme dans son petit coin de mur avec son ordinateur et qui les fait bosser comme il faut. Le pénible primordial, parce que encore une fois, ce qu'on dit tout le temps, des photos qui dorment sur des disques durs, ça rapporte rien. Donc voilà, toute la gestion des archives, etc. C'est des mannes entre guillemets d'argent potentiel qui peuvent rentrer pour les photographes, parce que des fois une photo qu'on produit aujourd'hui va pas forcément te rapporter de l'argent aujourd'hui. Donc voilà, donc c'est important de prendre tout de suite en main ce module et ces compétences qui sont primordiales pour un photojournaliste. Wilfried, honneur à toi, et moi je fermerai la danse des présentations parce que je sais comme ça, si je suis derrière toi, je pourrais te mettre la pression. Et donc présente-toi. Toi, tu interviens plutôt sur tout ce qu'on va dire les visions transverses, c'est-à-dire voir un petit peu plus loin que le photojournaliste et le photojournalisme, et en tout cas essayer de prendre du recul un maximum par rapport aux productions, donner des idées. C'est un peu ça, toi, ton rôle dans... Disons que c'est un petit peu à l'idée de mon parcours, enfin le retour d'expérience que j'ai. Moi, j'ai un parcours depuis... j'ai fait 12 ans de photographie pure et dure à partir de 96. J'ai levé le pied en 2005. Alors, mes 12 ans, c'était vraiment pigiste. Je suis sur du grand reportage. Je travaillais 5 ans pour l'IB, Marie-Claire, Géo, beaucoup VSD aussi à l'époque. Vraiment, enfin moi, le marché de la pige, je le connais assez bien, avec derrière comment approcher une rédaction et comment un petit peu s'inscrire à long terme avec une rédaction sur la production de commandes. Derrière, j'ai fait, alors grâce à Lorenzo, j'ai atterri à Freelance en fait parce qu'il m'a refilé la patate chaude, qui était une association militante au début, qui est devenue, enfin, on a cofondé l'UPP, l'Union des photographes professionnels, en fait, en élargissant complètement le tronc du départ qui était que dédié aux photojournalistes. Ensuite, Freelance s'est transformé, on a fait une transformation en association reconnue d'utilité publique que j'ai présidé 9 ans. J'ai monté 3 prix, Sandra était là.
Il y a eu un prix sur tout ce qui était multimédia. Mentor et puis Transverse, la bourse que j'ai montée avant de partir de freelance. À côté, j'ai une grosse, enfin, je suis un petit peu touche à tout. J'écris sur la photographie, j'ai sorti des livres, j'ai édité des magazines, j'ai travaillé en service photo. J'ai refusé de prendre la direction de service photo d'ailleurs. D'hebdomadaire, VSD, Marianne, l'événement du jeudi à l'époque, Regard aussi. J'adore l'image, moi. Je suis arrivé à la photographie par le cinéma, parce que je suis de Carcassonne. Heureusement que tu adores l'image, parce que là, si tu me disais que tu pouvais pas encadrer l'image, là, ça la fout. Non, mais je suis pas axé que photographe. Oui, bien sûr. Il y a vraiment un gros truc. Et ensuite, j'ai dirigé des structures. Je participe à la création de l'œil public pour ceux qui étaient à l'époque. C'est une agence qui a marqué pas mal son temps. Ensuite, il y a eu Picture Tank, que j'étais vice-président. On a participé avec Lorenzo au montage de la SCIC à l'époque. Puis il y a eu Myop que j'ai dirigé pendant 2 ans. Puis il y a Amsukas qui perdure depuis 2006 en fait, qui au début était un studio de création sur les formats numériques. Documentaire interactif, petit multimédia. Et ensuite, il y a eu toute cette grosse aventure autour de la création de la plateforme. Au début, je parlais de ce côté un petit peu, que les heures de formation ont débordé énormément parce qu'il y a Amsukas derrière. Et Amsukas c'est fondé sur l'échange, la rencontre, le retour. Il y a une grosse communauté et l'écosystème va sur de l'échange. Donc, transmission qui est arrivée dans la foulée est complètement calquée là-dessus. Donc, voilà. Et j'interviens pour le coup sur un petit peu une vision transverse qui parle à la fois du marché de la photographie, du positionnement en tant que pigiste. Alors, moi, j'adore les métadonnées avec JC. Je ne sais pas lequel est le plus fondu, mais c'est mon grand dada, ça. Tout est logique après de vente à l'international. Puis ensuite, tout ce qui touche à la création de dossiers qui sont pour des aides, résidences ou autres, parce que je suis dans beaucoup de jurys ou de pré-jurys, comme Lorenzo. Et tu fais beaucoup de lectures de portfolio aussi. Là, tu reviens de Sicile, le festival, où j'imagine que tu en as fait pas mal. Voilà, donc il y a l'aspect aussi avec Face à la mer, avec Mina aussi, qui est partenaire. Oui, en fait, on a, en tout cas, ça a cofondé Face à la mer les rencontres photos de Tanger, dans lequel tu es aussi, Laurent. Mais bon, après, il y a aussi les éditions Revers que j'ai accompagnées. Je suis toujours à côté. Il y a Photodoc, la foire de documentaire international à Paris, dont je suis toujours vice-président. J'ai vraiment cette vision globale. Et ce que, en Sicile, par exemple, sur lecture de folio, je mettais à plat complètement non pas les editing, mais plus la genèse de pourquoi une personne fait un reportage pour donner une autre dimension. Et dans la remise en plat, en fait, il y a des choses très pertinentes qui peuvent découler, c'est-à-dire que le photographe est très souvent seul sur le terrain. Il y a une vision sur son projet, son editing qui est complètement individuel. Et moi, je suis là pour un petit peu essayer de le poil à gratter pour voir différemment son sujet, amener des choses dont on n'avait pas pensé. Et ça marche assez bien, en fait. Donc, je suis un petit peu ce poil à gratter là pour les photographes. Et puis après, évidemment, je pense que j'arrive à 27 ans de pratique professionnelle. Je connais beaucoup de monde. J'ai un gros carnet d'adresses. Et autant sur les stages que pour amener un sujet en rédaction, je suis là, je fais des présentations. Tu as oublié de dire cette année qu'on a eu quand même 2 très belles publications dans le Figaro. C'est vrai, Raphaël, qui a eu 2 coups sur coup en plus, hein, parce que ça a été à quoi, même pas un mois d'écart, je crois. Il a eu de très très beaux sujets sur Israël. Sinon, juste sur tout ce qui touche à la formation, j'ai bossé 10 ans, notamment avec Lorenzo à l'EMI. C'est moi qui ai monté toute la filière photo, qui est des groupes de stage qui existent actuellement. J'ai bossé dans pas mal d'écoles de journalisme. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec le Covid et transmission, ça a été un truc très, très fondateur sur une nouvelle approche pédagogique. C'est-à-dire qu'on était à l'UPVD aussi, il y avait le DU et la création de la licence pro, dans laquelle on a fortement participé, Amsukas aussi. Et puis, il y a eu le Covid. Et puis là, on a complètement remis à plat l'enseignement et revu et adapté une pratique pédagogique
à tout ce qui se passe un petit peu au niveau du numérique, en le couplant fortement avec Anslukas. Et moi, je suis très content parce que ça marche. Je ne vois plus des gens, enfin, c'est con, mais je ne vois plus des gens qui s'endettent pour aller à Paris pour avoir un logement, plus le coût d'une formation faramineuse qui mettent du temps à rembourser derrière. Je vois des gens qui sont beaucoup plus libres parce qu'ils peuvent toujours exercer professionnellement aussi, parce qu'il y a le numérique qui permet des replays, mais le replay, c'est une chose, mais derrière, on est là sur des rendez-vous, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la transmission au niveau de l'apprentissage qui est génial. Pourtant, j'ai 15 ans de formation derrière et ça m'a vraiment redonné une envie d'aller sur de la formation assez active et puis une liberté pour les stagiaires de pouvoir être au Canada, en Belgique, à Tahiti, etc., et de gérer complètement les fuseaux horaires et d'avoir une pratique sur leur territoire qui est vraiment en exponentiel parce qu'ils sont accompagnés par nous, en fait. Voilà. Eh ben, écoute, c'est une belle passe décisive puisque j'allais embrayer là-dessus par rapport à moi et mon œuvre. Donc, je vais me présenter rapidement. Mais ouais, c'est la puissance d'Internet, hein, tout simplement. Comme tu disais, on a eu des membres au Canada, à Tahiti, au Maroc ou ailleurs, en Belgique. Et à aucun moment, ça a été un frein ou en tout cas une gêne ou un blocage dans leur formation. Ils ont pu suivre pareil que les autres et ont des résultats pareils que les autres. Donc, c'est un peu ça la magie du web. Je vous dis ça pourquoi? Parce que moi, en fait, Laurent Le Crabe, donc, j'interviens sur tout ce qui est réseaux sociaux et web. Moi, je suis photographe autodidacte, ancien banquier. Personne n'est parfait. Je me suis lancé à mon compte en 2013 et j'aurais adoré, en fait, avoir ce type de formation à ma disposition à l'époque quand je me suis lancé parce que, pour le coup, j'avais aucun réseau dans le milieu de la presse et du photojournalisme, si ce n'est mon papa, mais du côté imprimerie, puisqu'il imprimait les magazines pendant plus de 35 ans. Donc, j'avais cette connaissance-là de l'image parce que je bouffais du magazine et de la presse tous les jours, mais concrètement, le fonctionnement des rédactions, je ne savais pas comment ça marchait. Comment construire une série, comment construire un sujet, je ne savais pas comment ça marchait. Tout ce que je savais, c'est que j'aimais faire ça et qu'en parallèle, j'avais une appétence pour tout ce qui était réseaux sociaux et digital. Donc, je me suis associé avec un ingénieur à l'époque, un ami, dans une boîte de développement web où on créait tout ce qui était site web, site e-commerce, on faisait du référencement, etc. Il m'a appris beaucoup de choses. Donc, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le tas. Hein. J'ai juste fait une formation. Moi, j'ai une formation de commercial et une spécialisation derrière en finance, banque, assurance, finance. Donc, rien à voir, même si ça me sert des fois quand même pour me faire payer dans les temps. Voilà. Mais disons qu'après, tout ce qui est par rapport au web, etc., je l'ai appris sur le tas. Alors, j'ai passé des certifications dans la foulée parce que j'ai été comment dire, ambassadeur de la Wanted Community France, qui est la plus grande communauté francophone sur Facebook qui regroupe plus d'1 million de membres. À l'époque, regroupait plus d'1 million de membres. Donc je pense qu'on ne doit pas être loin des 2 millions. On avait été boursier de Facebook qui nous avait donné une bourse de 1 million d'euros à l'époque pour développer notre communauté, mais dans la vraie vie. Ça a donné lieu à la création du Wanted Café Paris et du Wanted Café Bordeaux. Suite à ça, je suis devenu community leader de Marseille, donc référent Facebook à Marseille pour tous les leaders de communauté de la région. Donc pendant 1 an, j'ai animé des groupes de discussion et des événements, créer des événements, un événement par mois autour de ça. Derrière, j'ai passé les certifications Meta, parce que Meta, donc, qui est le nouveau nom de Facebook, qui regroupe Instagram, WhatsApp et donc Facebook. J'ai passé cette certification-là, tout en parallèle, en produisant localement, parce qu'on parle aussi de photographie, et ce que vous disiez depuis le début, c'est que la grande force, c'est qu'on est tous dans le boulot. Moi, je bosse dans la photo, je gagne ma vie avec, c'est ce qui me permet de payer mes factures, de nourrir ma famille. JC, c'est pareil, Kathleen, c'est pareil, Sandra, c'est pareil, Wilfried et Lorenzo, pareil. Donc, ça change quand même pas mal de choses. On est encore dans la partie. Aujourd'hui, grâce à ma production et à mon taf, je suis correspondant sud pour le journal Le Parisien aujourd'hui en France, correspondant sud pour le groupe Amaury Sport, donc l'équipe magazine, l'équipe France Football, Vélomag, etc. Je suis ambassadeur Leica Caméra France également au niveau du matériel. Quoi d'autre? Je travaille aussi régulièrement dans le cinéma en tant que photographe de plateau. Pour tout ce qui est affiches de film, etc. Et donc voilà. Donc tout ça, grâce en grande partie à Hans Lucas, parce que moi, j'ai pas fait la formation de transmission, mais je suis rentré chez Hans Lucas, je sais pas, il y a combien de temps maintenant, ça commence à faire un petit moment maintenant, je dirais 5-6 ans, un truc comme ça, 7 ans peut-être, j'en sais rien. Mais du coup, voilà, moi à l'époque, j'avais fait mon site web et je m'étais dit, ok, tu as fait ton site web, quel est l'intérêt? C'est quoi la prochaine étape? Parce que j'avais déjà cette vision quand même de, bon, tu fais des trucs, mais il y a des étapes. Je me suis dit, la prochaine étape, c'est de rentrer en agence pour que mes images soient diffusées
refusé parce que j'avais bien conscience que sur mon disque dur ou sur mon site web, ça ne m'apportait pas grand-chose. Donc, j'avais envoyé mon site web à Wilfried et mon Insta. Et Wilfried m'a dit ton Insta, pas terrible, mais ton site web, j'aime bien, ou l'inverse, je ne sais plus. Bienvenue chez nous. Et là, j'ai découvert Hans Lucas qui m'a aidé à me professionnaliser, mais clairement. Et donc voilà. Et aujourd'hui, depuis tous ces aspects, grâce à tous ces aspects-là, moi, je suis un photographe, un enfant du digital. C'est-à-dire que si je n'avais pas eu de réseaux sociaux et si je n'avais pas eu Internet, je pense qu'aujourd'hui, je ne travaillerais pas et je ne serais pas, entre guillemets, aussi connu ou reconnu professionnellement parlant que je peux l'être. Et c'est ce que j'essaye de transmettre aux stagiaires que j'ai pendant mes 12 heures de module. C'est qu'en gros, voilà, si ça a marché pour moi, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas pour vous, et leur donner un petit peu des pistes sur comment bien gérer ces réseaux sociaux, parce que utiliser les réseaux sociaux, on sait tous le faire, on est tous utilisateurs, Internet aussi, mais les utiliser professionnellement pour derrière gagner des sous, c'est pas la même chose, ou déclencher des commandes ou autre, ou se faire remarquer par la marque avec qui on souhaite être partenaire ou la personne avec qui on aimerait bosser, c'est pas la même chose. Donc c'est ce que j'essaye de transmettre pendant mes 12 heures de module. Au niveau timing, on est plutôt pas mal. Il nous reste juste assez de temps pour parler des modalités. Wilfried, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je reviens sur l'aspect à distance de transmission. Moi, à l'époque, je suis monté à Paris, j'ai fait le MI qui durait 2 mois et demi à l'époque. S'il y avait eu une transmission, j'aurais eu un développement complètement différent de ma carrière. J'aurais été moins centralisé sur Paris. Et je trouve que la grande chance que permet Transmission, c'est de développer un savoir-faire et des bonnes pratiques en région. Parce que le marché que j'ai connu, moi, qui était de faire travailler des Parisiens, donc avec obligation d'être à Paris, il est complètement obsolète. Ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on est sur une communication numérique, sur des personnes localisées en région, avec des pratiques orientées sur certaines, en termes de photos, il y a des choses à ne pas manquer. Et en fait, ce que je constate moi, c'est qu'on est toujours dans l'enseignement de ce qui se passe dans les formations sur l'enseignement comme des pratiques il y a 15 ans. C'est-à-dire, tu es à Paris, tu bosses à Paris, tu fais ton truc. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, Transmission, on est complètement connecté. En plus, on a nous, on fait des analyses des audits des ventes tous les mois, en fait. Avec Hans Lucas, on sait qu'est-ce qu'on vend en France, à l'étranger, quel type de narration. Enfin, on n'a pas trop parlé de narration, mais beaucoup de métadonnées. Sur la narration, elle est inscrite tout au long de la formation, alors que les métadonnées, c'est au début. Mais on parle autant de photographie d'auteur, entre guillemets, avec des fortes démarches narratives, faire du storytelling aussi autour d'histoire, arriver à faire remonter dans un editing une vraie histoire qui va marquer le tournant d'un reportage. Ça fait partie des choses que l'on enseigne, et tout ça à distance, avec cette capacité à dire on peut réussir sa vie comme le font. J'ai d'excellents copains qui bossent à Toulouse, etc., et qui gagnent très bien leur vie, plutôt que d'être obligatoirement obligé d'aller à Paris dans un modèle très centralisé. De toute façon, tu en as 2 exemples là en ligne. Hein. Tu as JC qui est à Perpignan et moi qui suis à Marseille. On remonte jamais pour le coup à Paris, moi hormis de temps en temps sur des tournages. Et on bosse très bien de la photo, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ce que je vois aussi, parce que bon, ça je ne l'ai pas dit, mais je suis aussi community manager, curateur des comptes sociaux de Hans Lucas. Au quotidien, moi, je vois des parutions de nos membres aux 4 coins de la planète. Hein. C'est même pas aux 4 coins de la France, c'est aux 4 coins de la planète. Donc voilà, donc non, c'est ce qu'on essaye de transmettre aussi, bien évidemment, au niveau de transmission. Sandra, je te donne la parole. On va peut-être parler des modalités, parce qu'il y a quand même une information aussi qui est importante à donner, c'est que les candidatures pour transmission professionnalisation, donc la version longue de notre cursus, sont ouvertes et qu'il ne faut pas perdre de temps. Et tu vas nous dire pourquoi. Alors, effectivement, les candidatures sont ouvertes. Donc, il vous suffit d'aller sur notre site, vous cliquez sur candidater. Je vais le partager en même temps. Voilà. Et il y a une petite question qui vous dit je souhaite m'inscrire à la formation, et après, il suffit de suivre les questions qui vous sont posées, sachant que nous demandons un minimum, de manière quand même à pouvoir évaluer les prérequis pour pouvoir après se contacter par téléphone et analyser au plus près votre besoin.
Donc, surtout, ne pas hésiter à tout remplir. Ne pas oublier de joindre non plus les 2 idées de reportage, la lettre de motivation et votre CV qui nous permettent de mieux vous connaître au démarrage. Et généralement, il y a un pré-entretien téléphonique qui se réalise soit avec Wilfried, soit avec moi-même. Et à partir de là, on concrétise en fait l'inscription, que l'on soit sur le programme de professionnalisation ou le programme d'initiation. Voilà. Quel que soit le type de programme choisi, il est très important à ce qu'au plus tôt, nous sachions si vous voulez être financé par un organisme de compétences, on appelle ça comme ça aujourd'hui. Dans un temps, c'était un OPCO. C'est peut-être l'AFDAS, le FAFCEA ou d'autres organismes qui permettent en fait de prendre en charge soit la totalité du coût pédagogique, soit une partie du coût pédagogique. Donc, plus tôt on le sait, plus tôt on vous accompagne de manière à déposer un dossier pour un maximum de chances, de façon à ce que vous obteniez un financement de la part de cet organisme-là. Et d'ailleurs, ce serait bien de me le spécifier éventuellement dans votre lettre de motivation, de manière à savoir de qui vous dépendez, parce que suivant les organismes, les dispositifs ne sont pas les mêmes en fait, de manière à pouvoir vous accompagner au mieux pour déposer vos dossiers de financement public. Après, financement fonds propres, c'est autre chose. Vous avez… Oui, parce que les délais ne sont pas les mêmes. Hein. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien, c'est que des fois, il y a des commissions qui se réunissent, ça va être une fois par mois. Du coup, si tu loupes le mois, ça repousse au mois d'après. Donc voilà, c'est pour ça que le plus tôt est le mieux. Alors, une fois par mois, tu es gentil. Je te dirais une fois tous les 3 mois. Tu vois, tu es mieux renseigné que moi là-dessus, sur ces trucs-là. Je sais, voilà. Tu n'as pas une commission forcément tous les mois. Mais parce que là, on parle de la période pour 2024, que ça soit clair, pour la formation de février à décembre 2024. Il y aura entre 15 à 19 places, sachant qu'on a déjà des candidatures dans notre petit sac. Au niveau des tarifs, on est à 5 200 € sur fonds propres, 6 600 € via financement OPCO. Que propose le programme de transmission? Vous avez le détail, mais je le reprends rapidement. Donc, il y a 126 heures d'enseignement à vocation pratique en distanciel, 18 heures de masterclass avec 5 invités experts. Donc, quand on parle d'experts, c'est vraiment des références dans le milieu de la presse. Une permanence, mais d'ailleurs, ça peut même être une performance téléphonique, j'ai envie de dire, avec Lorenzo, une permanence téléphonique bi-hebdomadaire personnalisée, ça c'est avec Lorenzo, 21 heures en présentiel lors des 4 journées de rencontres avec l'équipe dans le Minervois, donc ça c'est le fameux séminaire dont vous pouvez voir un aperçu sur notre chaîne YouTube ou sur le site de transmission, 8 heures en présentiel pendant la semaine professionnelle du festival Visa pour l'image, et c'est quand même un grand événement parce que là on est justement en train de préparer le prochain avec la promo de cette année et ça commence à flipper dans les groupes WhatsApp, 3 entretiens de suivi individuel, des stages immersifs en entreprise proposé de la mi-septembre à la mi-décembre, donc ce n'est pas obligatoire, mais évidemment, on le conseille. Un accès à la plateforme de diffusion Hans Lucas, donc le site hanslucas.com, avoir son profil et pouvoir diffuser ses images, donc potentiellement commencer à gagner de l'argent avec ses photos. Et évidemment, l'accès au replay des cours sur une plateforme dédiée. Donc voilà, que dire de plus, Sandra, Wilfried? On vous attend de pied ferme. On est chaud, on a réfléchi au programme. Enfin voilà, c'est ça aussi, je pense, qu'il faut le dire. Tous les ans, on remet à plat, on fait beaucoup d'échanges avec nos stagiaires. Moi, juste, je voudrais dire de ne pas tarder à candidater pour plein de bonnes raisons, parce qu'on est souvent avec des gens qui s'y prennent trop tard ou qui n'ont pas eu les financements à temps. Des fois, il y a jusqu'à 6 mois de décalage et la notion de temps, elle est essentielle. Si on a ouvert les candidatures dès le mois de juin, c'est pas pour rien. Donc, si vous avez une envie, contactez-nous, faites le formulaire en ligne, on vous répondra au mieux et on mettra le maximum de chances pour avoir des financements. Vraiment, ne tardez pas. C'est ça, c'est que potentiellement, c'est un financement qui saute. Ça veut dire que en fait, tu vas perdre 1 an et demi, potentiellement. Si tu n'as pas ton financement, ça ne sera pas pour 2024, ça sera pour 2025. Donc voilà. Et Sandra, je te redonne la parole pour le mot de la fin. On est quasiment parfait. Alors, le mot de la fin, c'est que je voulais rebondir sur ce que disait Wilfried. Si vous dépendez de l'AFDAS, sachez que la prochaine commission est courant septembre. Donc, ne tardez pas à déposer votre dossier parce qu'on est déjà le 26 juillet, septembre. Un dossier, ça se prépare. Hein, c'est pas... Donc, un dossier, ça se prépare. Donc, voilà, peut-être que pour septembre, ça ne passera pas, mais peut-être que ce sera pour une autre commission. Mais sachez que déjà là, si vous dépendez de l'AFDAS, il ne faut pas tarder du tout à vous manifester, nous contacter et vous inscrire sur le site.
Et ensuite, le mot de la fin, écoute, Ah, on est ça, moi, ravis. j'ai envie de le mettre Il y a- comment dire, une chose, deux choses même. Parce que je viens de recevoir un petit message rapido, bien vu JC, il me fait des petites passes. Première chose, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, mais ce que tu dis là, et qui paraît normal pour nous, mais qui n'est pas normal, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement dès votre dossier, en fait, de financement. C'est-à-dire qu'il y a C'est ça. quelqu'un de transmission, en l'occurrence Sandra ou Wilfried, qui va vous filer un coup de main pour bien faire votre dossier, pour débloquer des sous, pour vous faire financer votre formation. Allez trouver ça ailleurs, je ne suis pas sûr que ça existe. Et en parallèle, on sera à Visa la semaine professionnelle début septembre. Donc, si vous voulez nous voir, on va communiquer bien là-dessus. Il va y avoir des événements, il va y avoir une expo, etc. Mais profitez-en si vous voulez nous voir en vrai, nous sentir et voir, nous toucher. Nous serons là la première semaine de Visa. Donc, n'hésitez pas à passer. Notre QG, généralement, s'appelle le Tête Café. On n'est jamais trop loin. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez nous voir en physique. Merci les copains. Merci pour à tout. toi. Je pense qu'on a été clair, concis. Et puis je vous dis à bientôt pour le numéro, ça sera le combien? Numéro 5 de Café Photo. Bisous, bisous. Ciao, ciao. À bientôt.